First, I'd like to thank Eric Trudel and Robert Martin for making this event possible. George and Pierre for coming. Robert for impersonating P. Adams so well. And of course the musicians from the conservatory for participating. I think Blanchot would have been. Death, speech. In the prose fragments where Ceylon states his poetic design, never does he exactly renounce a design. In his Bremen speech, poems are always on the move. They are in relation to something, tending toward something. Toward what? Toward something that keeps itself open and that could be inhabited. Toward a you to whom one might be able to speak. Toward a reality close to speech. It is in this same brief oration that, with an extreme simplicity and sobriety, Ceylon alludes to what it meant for him, and through him, for us, not to have this possibility of writing poems taken away, poems written in a language through which death bore down on him, on those near to him, on the millions of Jews and non-Jews, an event without response. Ceylon writes, accessible, close and not lost, there remained, in the middle of everything he had to lose, this single thing, language. It, language, remained not lost, yes, despite everything. But it then had to go through its own absences of response, go through a terrible silence, go through the thousand thick obscurities of a deadly speech. This speech went through them without giving itself words for what had taken place. But it went through this place of the event, went through it and could once again return one day, enriched by all that. It is in this language that, during these years and the years that followed, I tried to write poems in order to speak, in order to orient myself and learn where I was and where I had to go for some reality to take shape for me. It was, we can see, event, movement, progress. It was the attempt to reach a direction. Speak, you too, even if you are the last to speak. That is what a poem, and perhaps we are now better prepared to understand it, gives us to read, gives us to live, allowing us to grasp in it this movement of poetry as Ceylon offered it to us, almost ironically. Poetry, ladies and gentlemen, that speech of the infinite, speech of hollow death and of nothing alone. Let us read this poem in the now sealed silence that it painfully brings to us. Speak, you too, speak the last to speak, say your saying. Speak, but do not separate the no from the yes. Give your speech meaning too, giving it shadow. Give it enough shadow, give it as much shadow as around you you know is spread between midnight, midday, midnight. Look all around, see how that becomes alive all around. In death, alive. Speaks true who speaks of shadow. See how the place where you are is contracted. Where do you want to go now? You without shadow, where? Climb, feeling your way, climb. Thinner, harder to recognize, finer. That is what you are becoming, finer, a thread, along which it wants to descend, the star, to swim down below, all the way down below, there where it sees itself twinkling, in the swelling movement of words that are always going. So this again is from Le Dernier Parler, et Une voix venue d'ailleurs. La mort, la parole. Dans les fragments de prose où Ceylon affirme sa visée poétique, jamais il ne renonce précisément à une visée. Dans l'allocution de Brême, les poèmes sont toujours en route, sont en relation avec quelque chose, tendus vers quelque chose. Vers quoi? Vers quelque chose qui se tient ouvert et pourrait être habité, vers un toit auquel on pourrait parler peut-être,
vers une réalité proche d'une parole. C'est dans ce même petit discours que, avec une extrême simplicité et sobriété, Celan fait allusion à ce qu'a pu signifier pour lui, et par lui pour nous, la possibilité qui ne lui a pas été retirée d'écrire des poèmes dans cette langue, à travers laquelle la mort vint sur lui, sur ses proches, sur les millions de juifs et de non-juifs, événements sans réponse. Celan écrit « Accessible, proche et non perdu, restait, au milieu de tout ce qu'il avait fait lui perdre, cette seule chose, la langue. Elle, la langue, restait non perdue, oui, en dépit de tout. Mais il lui fallut alors passer par ses propres absences de réponse, passer par un terrible mutisme, passer par les 1000 épaisses ténèbres d'une parole meurtrière. Elle est passée sans se donner de mots pour ce qui avait eu lieu, mais elle passa par ce lieu de l'événement, passa et put à nouveau revenir au jour, enrichie de tout cela. C'est dans ce langage que, durant ces années et les années d'après, j'ai essayé d'écrire des poèmes, pour parler, pour m'orienter et apprendre où je me trouvais et où il me fallait aller pour que quelque réalité s'ébauchât pour moi. C'était, nous le voyons, événement, mouvement, cheminement. C'était l'essai pour gagner une direction. Parle toi aussi, fusses-tu le dernier à parler. C'est ce qu'un poème, et peut-être maintenant sommes-nous mieux préparés à l'entendre, nous donne à lire, nous donne à vivre, nous permettant d'y ressaisir ce mouvement de la poésie tel que Celan nous l'a proposé, presque ironiquement. La poésie, mesdames et messieurs, cette parole d'infini, parole de la mort vaine et du seul rien. Lisons ce poème dans le silence maintenant scellé qu'il nous apporte douloureusement. Parle, toi aussi. Parle le dernier à parler, dit ton dire. Parle. Cependant, ne sépare pas du oui le non. Donne à ta parole aussi le sens, lui donnant l'ombre. Donne-lui assez d'ombre, donne-lui autant d'ombre qu'autour de toi tu en sais répandu entre minuit, midi, minuit. Regarde tout autour, vois comme cela devient vivant à la ronde, dans la mort, vivant, dit vrai qui parle d'ombre. Vois comme se rétrécit le lieu où tu te tiens. Où veux-tu aller à présent, toi, en défaut d'ombre? Où aller? Monte. En tâtonnant, monte. Plus mince, plus méconnaissable, plus fin. C'est ce que tu deviens, plus fin. Un fil, le long duquel elle veut descendre l'étoile, pour en bas nager tout en bas, là où elle se voit scintiller, dans le mouvement de houle, des mots qui toujours vont.